Ce rendez-vous de la transition territoriale, il est coporté par la chaire Territoire en transition, de Grenoble École de Management et par la chaire, Économie sociale et solidaire de Lyon 2, et ces 2 chaires, en fait, elles développent toutes les 2, depuis de nombreuses années, une réflexion autour de l'évaluation de l'utilité, sociale territoriale. Donc, pour ma part, je suis, Fiona Ottaviani, j'ai oublié de me présenter, je suis co-titulaire de la chaire, Territoire en transition, donc de Grenoble École de Management. Donc les rendez-vous de la transition, ce sont des temps, en fait, qui sont ouverts à toutes et tous, qu'on organise à peu près 3-4 fois par an, souvent en partenariat avec d'autres instituts de recherche, donc comme ici la chaire ESS de Lyon 2 ou avec des partenaires comme, Léo Lagrange. Donc ces temps, ils peuvent prendre des formats divers, mais dans tous les cas, en fait, ils visent toujours à croiser le regard entre des praticiens, des organisations publiques, privées et puis, le regard avec aussi, des chercheurs. Alors, aujourd'hui, on va parler, système, on va parler, d'évaluation, on va parler territoire. Ces 3 termes qui sont courants, communs, mais qui peuvent sembler quand même a priori, un peu barbares, mais qui sont, on le verra quand même d'une très grande importance, pour penser la transition, socio-écologique. Donc c'est vrai que face, à la crise socio-écologique, les organisations, les acteurs privés ou publics s'interrogent en fait sur, la valeur qui est générée par leur activité et en fait, ils vont être confrontés à, tout un tas de questions. Donc il y a 3 questions clés, hein, qu'on peut mentionner. En gros, comment on peut prendre la valeur, en compte la valeur qui est générée, par, son activité et comment on peut prendre en compte cette valeur de manière multidimensionnelle en termes matériels, relationnels, culturels et politiques. Comment on peut prendre en compte, le territoire, ses dynamiques relationnelles, son articulation avec d'autres échelles spatiales et comment, dans ce contexte de crise systémique, comment intégrer la complexité des phénomènes et les interdépendances, entre les niveaux, entre soutenabilité sociale, environnementale et cetera. Donc, en fait, au travers de la thèse, d'Éléonore Lavoine, qui est doctorante à Grenoble École de Management et à Clermont et qui est salariée de Léo Lagrange, on a pu voir, en fait, que ces 3 questions, elles rentraient en résonance et notamment que poser, le territoire comme objet dans l'évaluation, c'est relativement différent que de poser le territoire simplement comme un support, comme une sorte de périmètre, comme on a généralement tendance à le faire. Et quand on pose le territoire comme un objet, qu'on le considère véritablement, on voit que ça a des résonances en fait avec, la question avec l'approche systémique et donc, c'est en faisant le pari, d'arriver à explorer collectivement, de tels ponts, d'explorer ce triptyque qu'on a monté avec, Éléonore, Lavoine, Sylvain Sel, Isabelle, de la chaire ESS, ce, rendez-vous de la transition. Alors bien évidemment, on n'aura pas toutes les réponses aux questions, que j'ai pu soulever, hein, mais l'enjeu de ce temps, c'est vraiment d'être un temps exploratoire et déjà d'arriver à déchiffrer, comment les acteurs aujourd'hui tentent de se saisir, de la complexité via le territoire ou les approches systémiques pour pouvoir affronter, justement cette complexité. Donc pour ce faire, on a invité, on a 4 interventions ce soir. On va bénéficier de 4 regards complémentaires et donc on va avoir le plaisir d'entendre les contributions, tout d'abord de Fanny Lepoivre, qui est déléguée, de la Fondation territoriale, de Loire-Atlantique. Ensuite d'Éric, Plotu qui est, chercheur en théorie de la décision, et qui est économiste de Cyril Tassard, qui est chercheur en approche systémique, et puis d'Éléonore Lavoine, qui est doctorante en sciences de gestion à Grenoble École de Management et au CLERMA, et qui est salariée de Léo Lagrange. Je remercie vraiment vivement nos 4 intervenants d'avoir accepté de participer à ce rendez-vous et d'apporter chacun leur éclairage. Et on va approfondir pas à pas finalement ces différentes articulations entre, territoire, système et évaluation. Et on va démarrer, déjà, par, la question de l'approche territoriale. Et on va démarrer notamment en s'interrogeant: qu'est-ce que ça veut dire que d'adopter une entrée territoriale? Il s'avère que, Fanny Lepoivre, donc qui est déléguée générale de la Fondation, territoriale de Loire-Atlantique, enfin que la fondation s'est particulièrement intéressée, à ce sujet
et ça nous a semblé intéressant de l'entendre là-dessus et de savoir un peu plus comment ils se sont saisis, eux, en tant que fondation, de cette entrée, territoriale. Donc déjà pour nous expliquer, ça, je laisse, la main pour, une brève, présentation à Fanny. Alors, je rappelle une petite règle de base de bien penser à couper vos micros, ce qui est quand même essentiel pour la fluidité, de la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Fiona pour cette introduction et merci beaucoup pour votre invitation à témoigner ce soir. Je suis vraiment ravie d'être là. Je vais essayer d'être le plus concrète possible sur cette dynamique qu'on a portée en Loire-Atlantique, département de la Loire-Atlantique. Euh, Hem, Peut-être commencer par, préciser, moi, mon parcours parce que ça a aussi un rôle dans ce projet-là. C'est que finalement, à la base, je suis juste une citoyenne qui a travaillé dans le monde économique et qui a travaillé aussi dans le monde associatif et ma dernière activité, c'était d'accompagner des associations à développer la collecte de fonds et le mécénat et plutôt des petites associations en territoire et fort de cette expérience, j'ai constaté qu'il y avait, du lien à faire avec les entreprises locales. Mais il manquait ce lien parce qu'on a d'un côté des associations qui ont la tête dans le guidon avec leur action sur le terrain et puis des entreprises qui sont aussi la tête dans le guidon avec leur activité et que le lien a envie de se faire, mais qu'en fait, il manquait un intermédiaire, un tiers de confiance et c'est de ce constat-là qu'est partie, la création de la fondation territoriale. Un constat que j'ai souhaité partager avec différentes parties prenantes sur le territoire, à la fois des collectivités, des associations, des réseaux d'associations, des entreprises, des syndicats, des fondations, d'autres fonds de dotation. Et ensemble, on a partagé cette envie commune de resserrer les liens pour accompagner davantage les associations sur le territoire, pour faciliter le lien avec, les entreprises. À l'époque, on était en pleine crise sanitaire quand l'idée a émergé et l'idée de resserrer les liens localement pour, pouvoir, répondre plus facilement aux enjeux sociétaux et environnementaux auxquels on font face, était plutôt, essentielle. Et puis, on a aussi, des fondations, fonds de dotation qui ont envie d'avoir un impact plus fort sur ce qu'elles ne font, de plus qu'elles ne font à l'heure actuelle. Et puis des collectivités qui ne pourront pas elles seules, en fait, résoudre tout. Et donc, une nécessité, collective de resserrer les liens, d'avoir envie de décloisonner, de travailler davantage main dans la main localement. Donc c'est de ce constat-là qu'est parti, le projet de fondation territoriale et du coup, on s'est mis autour de la table pendant 18 mois, avec, une dynamique centrée avec de l'intelligence collective, avec l'envie de travailler avec les acteurs qui existent déjà, de ne surtout rien réinventer, de s'inspirer, des uns des autres. C'était pas forcément évident parce que ce sont des acteurs, qui se rejoignent tous sur l'intérêt du territoire, mais qui ont aussi des enjeux, très différents. Mais cette envie, collective, cette vision partagée ont été vraiment des clés de succès, pour mettre en place cette fondation territoriale et peut-être je voulais vous partager juste un slide et j'en ferai pas plus pour vous permettre de vous rendre compte un petit peu les acteurs qui étaient autour de la table. En fait, il y a 34 acteurs qui se sont mis, autour de la table dans cette démarche pendant les 18 mois pour décider ensemble de ce qu'on souhaitait faire, pourquoi, comment, avec qui et ça a été jusqu'à se dire, eh bien, quelle gouvernance on souhaite mettre en place, quel statut juridique, comment permettre, aux entreprises, aux collectivités, aux associations et aux citoyens de trouver leur place dans cet espace de coopération. Comment donner une place à chacun, de ne pas donner un pouvoir plus important à ceux qui donnent de l'argent, qui donnent plus d'argent. Comment avoir les collectivités à la fois au sein de la gouvernance, en tant que financeurs et de se mettre dans une démarche où finalement on a tous une partie de la réponse et que c'est le 1 + 1 = 3 qui prime sur cette dynamique et qu'il y avait un enjeu à permettre à chacun d'être au même niveau. Et donc, il y a 34 acteurs qui se sont mis autour de la table et il y en a 10 qui ont pris le lead pour porter en tant que fondateur la fondation. Et on a un tiers d'acteurs économiques, un tiers d'acteurs associatifs et un tiers de collectivités. Et on a une gouvernance partagée. On a du coup les collectivités au sein de la gouvernance, mais ce sont en aucun cas des élus, ce sont les techniciens. Et ça, c'était important. Et on a une coprésidence, un homme, une femme, et un directeur associatif, une directrice d'entreprise. Et ça, c'était aussi
plein de petits points de vigilance, d'attention très stratégiques pour permettre d'avoir un équilibre dans toutes ces parties prenantes et vraiment d'être dans cette, stratégie de faire alliance. Voilà un petit peu pour introduire et peut-être juste des éléments de précision qu'une fondation territoriale, elle se fait sur un territoire donné, mais il n'y a pas de territoire défini. Ça peut être un département, ça peut être une région, ça peut être une communauté de communes. Tout se fait par rapport à la maturité, du territoire et à l'envie des acteurs de jouer collectif et c'est pas un statut juridique, une fondation territoriale. C'est la définition, elle a été portée par le Centre français des fonds et fondations il y a 2 singularités à une fondation territoriale, c'est qu'elle est multi-parties prenantes et elle a une approche de soutenir son territoire dans sa globalité. Et quand on parle territoire dans sa globalité, c'est vraiment avoir une approche systémique de son territoire, de se dire que quand je mange, j'agis sur mon environnement, j'agis sur ma santé. Et c'est aussi ça l'idée de décloisonner, de travailler ensemble, c'est de se dire qu'on a tous une partie de réponse, on agit tous, mais ben, parfois, en fait, on crée des silos et l'idée de cette approche territoriale et systémique, c'est justement de faire travailler ensemble des mondes qui ont envie de le faire, mais n'ont pas l'habitude de le faire et d'être là pour créer cet espace et quand j'utilise le mot de tiers de confiance ou facilitateur, c'est vraiment ça. C'est créer des espaces de rencontre, pour vous donner juste un exemple et puis je terminerai mes propos là-dessus. On lance des appels à initiatives chaque année, un processus de sélection, un diagnostic, qui se fait de façon très, très collaborative. C'est vraiment dans notre ADN de tout faire collectivement parlant avec toutes les parties prenantes et on a une phase d'instruction où on a un binôme, de bénévoles, à la fois un chef d'entreprise et un acteur de l'accompagnement associatif qui vont ensemble rencontrer une association et on fait en sorte que ce soit des acteurs qui soient non loin des uns des autres et il y a pas moins de 2 mois, on a, la société Moulin Rôti qui a son siège, par chez nous qui était rencontrer une association à quelques kilomètres pour instruire et, heu, et l'association cherchait des financements pour avoir une machine à coudre et du tissu. Et elle est repartie en fait 2 jours après avec sa machine à coudre et son tissu de moulin rôti, sans avoir besoin de chercher des financements. Et c'est juste cet espace de rencontre qui a permis en fait facilement de le faire. Voilà, et donc c'est un peu ça aussi qui se joue dans cette coopération et dans cette approche systémique des territoires pour faciliter les liens entre des acteurs qui sont déjà tous présents et engagés mais où on manque de temps et d'espace pour coopérer. Merci beaucoup pour ce témoignage, très, très clair, Fanny. On voit très bien dans ce que vous dites que dès qu'on essaie d'appréhender le territoire dans sa globalité, de manière partenariale, de faire alliance, de croiser les mondes, en fait, ça nous envoie sur cette question, de l'approche systémique. Et on voit que c'est pas si simple. On voit bien qu'on glisse sur le système, mais comment on arrive en fait à appréhender cette dimension systémique? Alors c'est là où l'éclairage, de Cyril va s'avérer complémentaire parce qu'on voit bien que le fait de se dire: «Il faut appréhender les interrelations, il faut appréhender le système», c'est vraiment au cœur en fait des enjeux aujourd'hui, qui se posent pour un grand nombre d'acteurs sur les territoires et que ce terme, en fait, de système, ça demeure quand même un concept un peu à la mode, un concept flou et donc ce que je vais demander à Cyril, c'est justement, est-ce qu'il peut revenir sur les concepts clés et est-ce qu'il peut nous aider à poser un certain nombre de jalons, pour structurer notre réflexion autour, de cette question des approches systémiques? Avec plaisir, merci. Très content d'être là avec vous ce soir. Oui, ce que je vais essayer de faire très rapidement, on a très peu de temps pour discuter de sujets qui par définition s'intéressent à la complexité, donc c'est toujours un défi. Mais je vais essayer juste de reposer, 2-3 notions, à commencer par celle de changement systémique qui, comme ça a été dit à l'instant, qui est effectivement assez à la mode, ce qui est peut-être un peu dommage souvent quand une notion devient à la mode, on en vide un peu la substance et puis, au bout d'un moment, on se dit: «Tiens, mais en fait, il y a rien de bien nouveau et puis bon bah tant pis, on laisse tomber. Alors qu'il y a des choses intéressantes derrière, mais en gros le changement systémique souvent, moi je m'aperçois que souvent on le confond avec des notions de prévention, avec des notions d'agir à la racine, comme si un système complexe avait un problème complexe avait quelques causes racines sur lesquelles on pouvait agir pour le transformer. Parfois avec l'idée du changement d'échelle en se disant bah, si ma solution est généralisée, bah oui forcément ça change le système. Tout cela n'est pas forcément faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Du coup, si on revient juste à la définition même, quand on parle de changement systémique, on parle de la transformation d'un système. Donc, je vais prendre un exemple tout bête. Si j'ai une voiture, par exemple, que je mets au garage et que je commence à enlever les pièces, à la bidouiller, à en rajouter, et cetera, et que en la sortant du garage, elle ne roule plus, mais elle vole. Là, j'ai pas juste
j'ai pas juste mis des turbos et j'ai fait une voiture un peu plus rapide, j'ai transformé un système, en l'occurrence technique, qui produit un résultat qui est complètement différent. Il ne permet plus forcément de rouler sur l'autoroute, d'ailleurs on n'aura pas le droit de rentrer sur l'autoroute, mais il permet de voler. Et là, on est dans le cadre d'un changement systémique parce qu'on a transformé en fait les mécanismes à l'œuvre, ce qui se passe dans ce système technique, donc ça reste un système assez simple en l'occurrence, mais on le transforme suffisamment pour qu'il produise un résultat nouveau. Et c'est ça en fait l'idée du changement systémique, c'est qu'on transforme des mécanismes à l'œuvre de sorte que ça produise des effets, des résultats qui soient différents. Du coup, si on quitte notre salopette de mécano pour s'intéresser à des enjeux sociétaux, on va peut-être pas forcément parler dans les mêmes termes, mais l'idée, c'est quand on parle du changement systémique, c'est qu'en gros, on essaye d'agir, de transformer une situation dans toute sa profondeur, dans toute sa structure, dans tous ses mécanismes sous-jacents pour produire, du coup, un résultat différent, ce que je disais. Donc, en gros, on pourrait se demander, du coup, comment est-ce qu'on agit face à un problème sociétal. Il y a deux manières de faire. Le besoin, si le besoin est là, on peut essayer d'agir sur le besoin existant. Donc, moi, c'est ce que j'appelle une notion d'impact direct. On répond aux besoins existants, on fait du palliatif, entre guillemets, et c'est pas du tout une notion péjorative, c'est juste, ça veut dire on traite un besoin existant, ou alors on va essayer d'agir sur l'apparition, la génération du besoin social, du problème. Du coup, on va essayer de changer la situation, les mécanismes qui provoquent le besoin, et là, on agit dans une logique de changement systémique. Donc, il y a cette espèce de dualité, soit on transforme un système pour empêcher que le problème continue d'apparaître, soit on traite le problème une fois qu'il est là, entre guillemets. En l'occurrence, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, qui est plus moral que l'autre, mais si on s'intéresse au sans-abrisme, on peut essayer d'accompagner ces personnes sans-abri pour essayer de les aider à trouver un logement ou avoir en tout cas moins souffrir de leur situation, de leur précarité, ou on peut se dire comment j'agis sur les mécanismes à l'œuvre qui provoquent inlassablement du sans-abrisme pour éviter que ça continue éternellement, entre guillemets. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, donc on a posé un peu cette distinction, et je pense que ça permet juste d'éclairer ce qu'on peut mettre derrière la notion de changement systémique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On a juste dit qu'on peut agir de deux manières différentes sur un problème, soit sur sa génération, soit sur le problème une fois qu'il existe. Et en l'occurrence, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y en a pas une qui est plus morale que l'autre. S'il y a des famines, il faut à la fois essayer d'empêcher que des gens meurent, et puis en même temps, il faut essayer de travailler sur les conditions pour qu'il n'y ait pas de prochaine famine, entre guillemets. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que avec cette notion de changement systémique, on introduit le mot de système. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui transforme la pratique, la manière dont on essaie d'agir face à des problèmes sociétaux, parce qu'on se dit, en fait, OK, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire un système, mais je comprends que j'agis dans des systèmes, en fait. Je sais que je ne suis pas juste en train de travailler sur un problème donné, que je peux me concentrer sur mon petit problème. Je suis dans un système qui est beaucoup plus complexe, et du coup, il faut que je le prenne en compte. Donc, je n'ai pas le temps de vous en faire la démonstration, en l'occurrence, mais c'est juste comprendre que les problèmes ne sont pas... Voilà, c'est pas A provoque B provoque C, et du coup, si j'agis sur A, ça va transformer B, ça va transformer C, hop, par magie, j'ai résolu mon problème. C'est pour ça, d'ailleurs, on utilise des mots maladroits, on dit, voilà, ça se mord la queue, ça se tient, ça se maintient, on dit en général, c'est systémique quand on est face à une situation où on sait que c'est pas le hasard, mais on comprend pas trop ce qui se passe. C'est parce qu'on est face à ce genre de problèmes qui sont systémiques, dans le sens où il y a des mécanismes à l'œuvre qui sont pas linéaires et qui provoquent inlassablement le problème. Bon, donc j'espère que j'ai été un peu clair sur cette notion-là. Du coup, finalement, qu'on agit dans une logique d'impact direct face à un besoin qui existe, ou qu'on essaie de changer un système, on comprend à cette aune-là qu'il faut essayer de le comprendre, le système. On ne peut pas le transformer si on ne le comprend pas. Si on veut faire du changement systémique, on aura du mal à faire si on ne comprend pas le système. Mais si on essaye aussi d'agir sur un besoin existant et qu'on ne voit pas en fait le système dans lequel on agit, on risque parfois de maintenir le problème alors qu'on essaie de le résoudre. On risque peut-être de créer des conditions favorables, de maintenir des croyances qui nourrissent le problème alors qu'on essaie de lutter contre le problème, par exemple. Donc, dans tous les cas, en tant qu'association ou en tant qu'acteur territorial, on a un intérêt en fait à essayer d'avoir une lecture un peu plus claire des mécanismes à l'œuvre qui génèrent les problèmes pour essayer d'agir dessus. Le problème derrière ça, c'est qu'on n'est pas vraiment armé pour ça. On parle du coup de problèmes systémiques, de problèmes complexes, et c'est pas forcément, on nous apprend pas forcément à traiter de la complexité. Et c'est là où l'approche systémique est intéressante, et je la distingue bien des logiques de changement systémique ou d'impact direct. L'approche systémique, donc la capacité à comprendre ces mécanismes à l'œuvre, permet juste d'un peu mieux appréhender la complexité, un peu mieux comprendre les situations qui provoquent ces problèmes pour essayer d'agir de manière à la fois plus saine, donc en faisant peut-être moins de dégâts malgré nous, plus robuste, donc avec une action qui transforme plus, et plus durable, avec une action qui a une certaine capacité dans le temps.
Donc maintenant, je vais zapper mes 2 ans et demi, 3 ans de travail de recherche-action pour arriver à la fin, entre guillemets, à savoir, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui se passe? Si on essaye de comprendre un peu ce que sont les systèmes et quelle est la dimension systémique des problèmes auxquels on fait face, en fait, je pourrais vous citer plein de notions systémiques, l'homéostasie, les boucles de rétroaction, je ne sais quoi. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se met à se poser des questions un peu différentes. On se met à se demander, quand une association, dans quelle mesure est-ce que la solution que j'apporte n'empêche pas peut-être une partie prenante clé de la résolution du problème à faire son travail? Dans quelle mesure est-ce que peut-être que j'apporte une solution très efficace à court terme, mais qui renforce le problème à long terme? Peut-être qu'en fait, justement, j'ai une solution qui est tellement performante qu'elle va pousser les acteurs, les parties prenantes de mon problème à ne pas changer. Dans quelle mesure est-ce que peut-être j'arrive à résoudre un problème en apparence, mais j'en crée d'autres en fait? Ou est-ce que si j'agis dans un écosystème, donc dans un territoire, dans une communauté, dans un secteur d'activité, dans quelle mesure est-ce qu'en essayant de résoudre le problème sur lequel je travaille, est-ce que je suis en train peut-être d'affaiblir cet écosystème, de lui faire perdre des compétences, de la force, de la résilience qui lui permettrait, en l'occurrence, de faire face à de futurs problèmes? Donc en fait, pour moi, j'ai décidé de prendre l'angle de l'approche systémique comme sujet de travail parce que c'est une lecture différente nourrie par ce qu'on appelle la pensée systémique qui permet de voir ces notions d'interrelation, de circularité, de rétroaction, donc tous les gros mots que je vous ai évités tout à l'heure, qui permettent de lire les situations différemment et de se poser des questions un peu différentes. Donc, je vais laisser la main, mais ce que ça interroge, dernier mot là-dessus, ce que ça interroge, c'est qu'on s'intéresse à des territoires. Est-ce qu'on peut avoir une lecture systémique des territoires? Qu'est-ce que ça veut dire un territoire pris comme un système multidimensionnel, intégré dans d'autres territoires? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'évaluation? Donc, on triangule entre approche systémique, territoire et évaluation. Qu'est-ce que ça veut dire l'évaluation, en tout cas la pratique de l'évaluation qu'on a, si on prend en compte le fait qu'on est imbriqué dans des systèmes avec toutes ces notions d'interrelation, d'émergence, donc, qu'est-ce que ces questions nouvelles interrogent dans l'approche des territoires et de l'évaluation? Voilà. De bonnes questions, et je vais, donner la main, là-dessus à Fanny, refiler le bébé. Justement en disant, bah, en fait, qu'est-ce que concrètement, quand on essaie d'adopter cette lecture différente, comment on peut s'y prendre? Qu'est-ce que ça peut générer? Et du coup, je vais laisser la main à Fanny pour faire un rebond justement sur eux, la manière dont ils sont saisis, justement de cette réflexion sur leur territoire, sur le système, dans la fondation territoriale et comment concrètement, en fait, ça s'est, traduit pour eux? Merci Fiona. Oui, j'ai tellement envie de rebondir sur les propos de Cyril qui font écho. La Fondation territoriale, 44, on s'est donné comme mission de rendre accessible le mécénat sous toutes ses formes pour réduire les inégalités sociales, sociétales et environnementales sur le territoire du 44. Quand on dit ça, derrière, qu'est-ce qu'il y a concrètement? On a mis en place 3 leviers. Le premier levier, c'est un centre de ressources gratuit pour les associations et les entreprises. Donc d'avoir quelque chose de très accessible pour faciliter, la coopération, faciliter des premiers petits pas, faire monter en compétences et surtout ne rien réinventer pour valoriser les acteurs qui existent déjà. Parce que souvent, il y a déjà plein de choses, mais c'est les connexions et on revient sur le système, ces connexions qui manquent et souvent, en fait, on prend pas le temps ou on donne pas l'espace pour créer ces connexions. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Le 2e, levier que l'on a, c'est, nos appels à initiative et on essaye du coup d'intégrer cette approche systémique un petit peu dans notre ADN un peu partout dans nos critères. On a un critère d'approche systémique, parce que ce que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas là pour mettre les pansements. Il y en a plein qui le font et c'est très bien et on parlait des personnes SDF, qui ont besoin de manger et ça, c'était une évidence et il faut le faire. Mais comment on fait pour avoir moins besoin d'être dans une distribution alimentaire tous les jours? Comment on fait pour réfléchir aux problèmes de fond, agir à la racine? Parce que la rustine, en fait, elle tient un temps, mais pas dans la durée. Mais souvent, ça, c'est du temps long. Je vais essayer directement à la fin de la conférence. Ça veut dire aussi que c'est de l'impact à long terme. C'est pas de l'impact direct, c'est moins visible et donc ça donne moins envie d'y aller. Aujourd'hui, on est tous à travailler dans l'urgence, donc ça fait écho avec tout ça. L'approche systémique, c'est du temps long, donc c'est prendre le temps de la réflexion, de travailler les uns avec les autres et moins travailler dans l'urgence et ça, tous au quotidien, on a beaucoup de mal à le faire. On fait toujours passer l'urgence avant tout. Hem
Et du coup, un autre élément aussi, c'est que dans notre critère, on a, dans cette approche systémique, c'est aussi l'idée de se dire: «Il faut travailler main dans la main avec les acteurs, du territoire», de replacer l'individu et la première personne concernée au cœur des réflexions. Donc on parle des bénéficiaires, comment on intègre soit dans sa gouvernance et soit dans toutes les réflexions, de se dire qu'effectivement, quand on arrive des fois avec en tant que financeur, en pensant avoir la solution, sauf que tant qu'on n'a pas intégré les personnes concernées au cœur de la réflexion, ça peut pas marcher en fait, parce que on a besoin d'être tous autour de la table pour avoir la solution. C'est pas elle vient pas d'une personne et encore moins s'il y a pas les individus, premiers concernés. Nous, ça prend aussi la forme, par exemple, en tant que système où on trouve que, il y a des choses qui vrillent un peu. C'est qu'aujourd'hui, on a du mal à soutenir les frais de fonctionnement des associations. Les chevilles ouvrières, c'est, ce temps passé, ce temps humain, alors qu'en fait, un projet ne fonctionne pas sans les hommes et aujourd'hui, on se retrouve à avoir des associations qui vont créer des projets pour rentrer dans les cases, qui sont créés par les financeurs, qui veulent avoir de l'impact, qui veulent le mesurer et qui veulent avoir du retour sur investissement. Donc on a un peu peut-être cette perte de confiance, et du coup, on est en train de faire vriller le système où, on soutient pas les chevilles ouvrières, on soutient pas ces frais de fonctionnement, alors que pourtant c'est essentiel. Et donc nous, en fait, on soutient surtout et essentiellement les frais de fonctionnement. Et bon nombre d'associations viennent à nous en nous disant: «Oui, alors, est-ce qu'on doit présenter un projet?» C'est pour ça qu'on appelle ça appel à initiative et pas appel à projet, parce que justement, c'est pas un projet qu'on va soutenir, c'est une initiative. Ça peut être le projet associatif global de l'association et c'est important de mettre le moins de cases possible et de faire confiance et d'accompagner et justement, je pense qu'il y a cette idée de posture, à déconstruire et quand on regarde un peu en arrière, mais je vais pas parler de patriarcat ni de capitalisme, mais c'est revoir aussi sa posture. Quelle place en tant que financeur on veut avoir et comment en fait on a vraiment chacun une partie de la réponse et comment on fait système et on fait système en ayant chacun une place équilibrée et je pense que voilà l'approche systémique, c'est aussi de retrouver une bon équilibre dans ce système avec toutes les parties prenantes. Voilà et puis pour finir, du coup, nous, accompagner financièrement, c'est important, accompagner dans la durée, c'est important, soutenir les frais de fonctionnement et aussi faire de l'accompagnement extra-financier. Donc accompagner les associations aussi à se structurer, et puis, aider les associations aussi à faire système entre elles, parce qu'elles ont la tête dans le guidon et qu'elles ont pas forcément ces espaces-là. Voilà un petit peu pour compléter et puis un dernière chose, notre troisième levier, nous, c'est d'être un espace d'expérimentation, pour, faciliter la coopération et bien, quand on a créé la fondation territoriale, on s'est dit: «OK, on parle d'approche systémique, des besoins, sociétaux, environnementaux, mais quels sont les besoins singuliers de notre territoire sur le 44?» Parce qu'on a souvent des données nationales, régionales, départementales. Mais quand on va voir dans un EPCI, on va se rendre compte, la donnée n'est pas du tout la même par rapport au territoire. Donc, comment on fait pour prendre la singularité des besoins de son territoire? Et on a eu des études de l'INSEE, de l'Observatoire du département, des organismes de l'urbanisme. Et on se rend compte qu'il y a plein de données, mais elles vivent chacune dans leur système. Et du coup, on a décidé qu'on allait créer un observatoire des inégalités, sociales, sociétales et environnementales. Donc c'est un projet qui va prendre peut-être au moins 3 ans, qui va être, un hub de croiser toutes ces données qui existent déjà, mais pour les faire travailler davantage ensemble et pour avoir une vision singulière et pouvoir mesurer vraiment de ce qu'on fait, mais aussi accompagner d'autres acteurs qui n'ont pas les moyens, les ressources, ni l'idée même de faire un diagnostic avant de se lancer dans quelque chose et donc de aussi accompagner tous ceux qui veulent faire plus pour qu'on le fasse de façon plus systémique et en fonction des besoins bien identifiés d'un territoire. Merci beaucoup. On voit bien enfin, ça soulève on aurait envie de continuer très longtemps, mais effectivement, le temps nous est compté. Ça soulève plein de questions. On voit bien, toutes les enjeux qui sont liés au fait de faire système, de la prise en compte des interdépendances, prendre en compte la singularité des territoires et en vous écoutant, on voit bien, qu'on n'a pas un territoire, mais en fait, on a des territoires, et on a à penser comment ces territoires font système. Or, précisément, c'est, quelque chose sur lequel Éric Piotu a beaucoup travaillé, justement sur, le lien, système et territoire. Donc pour vraiment, nous permettre de faire un pas de plus, justement, sur cette articulation, je vais lui donner la main pour effectivement clarifier ce lien et mieux comprendre, qu'est-ce qui se joue, en fait, dans ces relations, d'interdépendance entre système et territoire. Merci, Éric.
Merci beaucoup, Fiona. Alors, je vais vous partager, mon écran en espérant que ça marche. Tout l'écran partagé, il veut pas, c'est pas le contenu. Heu, l'écran, ça va marcher. Enfin, alors, voyez-vous mon écran? Oui, c'est tout bon. Oui. C'est bon? OK. D'accord. Oui, alors je vais faire le lien effectivement entre, système et territoire et même je vais aller jusqu'à l'évaluation parce que les 3, enfin dans mes travaux sont très très liés. Donc, je vais vous et peu à peu, je vais notamment vous présenter, l'approche que je développe depuis, bientôt malheureusement une trentaine d'années. Ça fait 30 ans à peu près que je travaille sur ces questions, donc ce que j'ai nommé l'approche logico-hiérarchique des choix complexes. Ça a l'air, complexe comme ça, en tout cas complexe n'est pas synonyme de compliqué. Donc là, je vais vous présenter alors très rapidement, parce que c'est justement un transparent que je n'ai pas prévu de vous présenter, parce que ça, c'est la présentation usuelle, traditionnelle d'un système. Là, si vous voyez ma petite souris, vous avez ici un système, effectivement, c'est un certain nombre d'éléments qui sont en interrelation et ce système, il est ouvert sur l'extérieur, on parle de système ouvert, il entretient des relations avec son environnement, il y a des échanges d'informations, de flux de matière et comme le disait Cyril, il y a un certain nombre de notions, des notions de boucles de rétroaction, qu'elles soient négatives ou positives et cette idée, comme le soulignait Cyril, de causalité circulaire et non pas de cette causalité linéaire déterministe cause à effet. Ça, c'est vraiment la présentation traditionnelle d'un système, une présentation à plat, si on veut. Bah, à partir de là, bah, vous n'en faites pas grand-chose d'un point de vue action en tant que tel. Qu'est-ce que vous allez en tirer, à part de dire effectivement que l'environnement, il agit sur le système et puis que le système agit aussi sur son environnement, qu'il faut prendre le problème dans sa globalité, etc. Donc c'est bien, mais ça ne va pas très, très, très loin, à mon sens. Enfin, en tout cas, ce n'est pas là où il y a l'intérêt de l'approche systémique pour la décision. Alors, j'ai introduit une première notion qui est fondamentale à mon sens, c'est la notion de hiérarchie des systèmes. Tout à l'heure, bon, lorsqu'on a dit système, alors une organisation est un système, une entreprise est un système. Mais vous voyez tout de suite que la présentation à plat de ce système-là, elle est totalement, non pas idiote, mais guère, elle est guère utile. En fait, une entreprise, c'est avant tout une hiérarchie. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, une organisation quelconque, comme un système à plat où il y a effectivement différents éléments et il y a des flux, il y a des interrelations. Oui, mais souvent, il y a quand même une sorte de dépendance hiérarchique. Dans une entreprise, eh ben, il y a des services, il y a des directions, etc. Et donc, vous voyez que ces flux d'interaction, elles sont quand même prises dans une interdépendance hiérarchique. Donc, cette notion de hiérarchie des systèmes, elle est vraiment fondamentale. Alors, je ne vais pas tout vous lire de ce qui est marqué sur le transparent, je vous laisse lire. Mais vous voyez là, par rapport à ce que je présentais tout à l'heure, vous avez votre système là, N. Oui, il est lui-même inclus dans un système N plus 1 qui l'englobe, et il est composé de sous-systèmes N-1. Là, j'ai donné l'exemple d'un système territoire, puisque là, on est un peu plus sur le territoire. Vous voyez là, alors, j'ai chose très très simple, hein, État, région, département, et vous voyez que si un projet d'aménagement qui est porté par exemple par l'État, là, ok, il va s'inscrire au niveau de son système, de son territoire, mais il va aussi impacter à d'autres niveaux de territoire, soit supra, soit infra. OK? Donc un projet d'aménagement du territoire, en fait, c'est un projet d'aménagement des territoires. Ça, voilà. Mais en tout cas, un premier niveau, cette hiérarchie des systèmes, c'est fondamental. Une autre façon de présenter, enfin, un autre exemple d'imbrication de hiérarchie des systèmes que j'ai mis, vous, vous voyez bien entre la biosphère qui englobe la sphère humaine, qui elle-même englobe la sphère économique, et la sphère financière, qui est un sous-ensemble de la sphère économique, avec toujours une dépendance normalement hiérarchique entre les équilibres qui régulent ces différents systèmes. Voilà, c'est une autre présentation de cet emboîtement, de cette imbrication hiérarchique de différents systèmes. Bon,
voilà, si vous avez quelques notions de système et c'est des fameuses boucles de rétroaction, etc., vous verrez, enfin, vous voyez tout de suite que ces différents niveaux, ces différents systèmes n'ont pas forcément les mêmes temporalités. Les délais de réponse sont différents. Avec la biosphère, on a des délais de réponse de très très long terme. Dans la sphère financière, vous pouvez être presque dans l'instantané. Enfin bref. Bref, oui, parce que ce n'est pas fondamental ici. Par contre, ce qui est fondamental, une règle, un principe fondamental en théorie des systèmes, c'est la priorité d'action de l'unité supérieure sur l'unité inférieure. Là, le système englobant N plus 1, normalement, il doit fixer le cadre d'action, les champs du possible pour le système N, qui lui-même va fixer le cadre d'action et les champs du possible pour le système N-1. Et normalement, chaque sous-système doit respecter, il doit se conformer au cadre que lui implique, impose, ou en tout cas, disons, impose pour faire simple, que lui impose le système N plus 1. Vous voyez bien, dans une entreprise ou dans quelconque organisation ou dans un quelconque système, vous devez respecter les règles qui régissent le niveau supérieur. C'est bien pour ça que nous, les problématiques environnementales que l'on vit, peut-être qu'il y a ce que j'ai appelé moi une inversion si je reprends biosphère, sphère humaine, sphère économique, sphère financière, vous voyez bien dans le langage courant, dans le langage, on dit souvent c'est la finance qui régule le monde, qui gouverne le monde. Ou alors, c'est l'économie qui régule le monde. Et en fait, voilà, on a une inversion des priorités. En fait, non, c'est la biosphère. Il faut respecter des gros équilibres. C'est pour ça qu'on est bien dans cette priorité systémique-là. Ça, c'est hyper important. Alors, ce qui est important ici, c'est de se dire, OK, il y a un système est composé de sous-systèmes, etc. Il y a cette dépendance hiérarchique et cette règle quand même de priorité de l'action supérieure. Il faut respecter les cadres d'action, les grands équilibres supérieurs. OK. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un système, chaque niveau, alors chaque sous-système, etc., chaque niveau est un système en lui-même. Chaque niveau a des finalités propres et dispose d'une certaine autonomie. Là, je n'insiste pas, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps et ce n'est pas l'objet de mon intervention. Mais pourtant, ça serait hyper utile parce que vous remarquerez qu'on ne définit jamais ce qu'est un système. Qu'est-ce qui définit quelque chose comme système? Bon, bref. Mais là, sachez que cette idée d'avoir des finalités propres, de disposer d'une certaine autonomie décisionnelle, c'est à la base de la définition de ce qu'on appelle un système, notamment un système complexe, comme sont les systèmes où l'humain agit. Bref, mais chaque niveau a ses propres finalités. Et en fait, j'ai introduit un deuxième type de hiérarchie. Là, j'étais sur la hiérarchie des systèmes. Mais il y a aussi cette notion qui est encore plus fondamentale à mon sens que la hiérarchie des systèmes, c'est la hiérarchie des niveaux d'objectifs. Tout système, en fait, il va poursuivre un certain nombre de finalités, tout système complexe, il va poursuivre tout d'abord un objectif de reproduction, un objectif de développement et un objectif d'optimisation du temps présent. C'est le principe de moindre effort, etc. Okay. Ça, c'est voilà, chaque être tend à se reproduire dans le temps et chaque système tend à se reproduire. En tout cas, c'est la grosse fonction primordiale. Traduit en problématique de décision, comment je l'ai traduit personnellement. En fait, toute action de ce système ou sur ce système, les interactions avec les autres systèmes, tout choix, tout comportement va soulever soit des enjeux. Alors, si je fais le lien directement avec la problématique évaluative, vous pouvez remplacer enjeu par impact, soit des enjeux, des impacts identitaires liés à l'objectif de reproduction du système, soit des objectifs, des enjeux, des impacts stratégiques qui seraient plus liés aux problématiques de développement, on est plus au niveau de la stratégie, ou des enjeux de rentabilité qui seraient liés à la problématique d'optimisation. Là, on est plus dans le court terme. Bref. Et là, tout à l'heure, j'ai introduisé par rapport à une présentation à plat d'un système, cette notion de hiérarchie. Là, c'est pareil par rapport à ma première présentation où je disais, voilà, ça c'est un système, il y a des éléments qui sont en interaction. Oui, mais tous ces éléments, toutes ces interrelations ne sont pas d'égale importance pour ce qu'on appelle l'individuation du système, pour faire court, pour l'existence du système. Ce que j'ai mis en gras ici, ce sont vraiment les interrelations fondamentales, identitaires,
patrimoniale qui structure le système, qui lui donne sa singularité, etc. Et qui fait que cette petite chose, on va l'appeler système. Alors qu'il y a des interrelations, il y a des éléments qui sont moins importants. Je vais y revenir tout à l'heure rapidement. Et Euh, Eric, oui, il nous reste 2-3 minutes pour ce ouais, bout de ok. présentation. Juste vous le J'ai- signaler, question que vous puissiez Très agencer, bien. parce que je sais qu'il y a encore pas mal d'éléments que vous avez à partager. Donc, après, bien évidemment, on Ouais. pourra revenir aussi sur certains Oui, oui, éléments mais je vais dans être le moment de la discussion. très bien. Très bien. Donc, hiérarchie des niveaux d'objectifs, pareil, vous retrouvez le même. Les choix identitaires doivent normalement, si c'est le cas, les champs du possible pour les choix stratégiques et pareillement pour les choix opérationnels. Et vous voyez que les interactions avec l'environnement, les confrontations de projets, là, on va avoir des confrontations de projets de finalité qui vont se renforcer ou s'opposer, qui ne sont pas forcément de même nature, identitaire stratégique opérationnelle, et ça peut être entre des systèmes qui sont hiérarchiquement dépendants. Si vous reprenez ici, là, le petit graphe que je présentais tout à l'heure avec État-région, ce projet d'aménagement, il va signifier un certain nombre d'impacts pour l'État, pour les régions, etc. Mais l'impact ne sera pas forcément de même nature pour l'ensemble de ces systèmes. Là, l'approche logico-hiérarchique que je développe, donc, elle croise en fait. C'est la combinaison de cette hiérarchie des systèmes et de cette hiérarchie des niveaux d'objectifs. Et grosso modo, on atterrit à cette chose-là. Vous voyez, effectivement, on a bien là les différents niveaux de système et puis ces interrelations qui ne sont pas d'égale importance pour le système. Et ce qui est important ici, c'est ceci. Ce qui peut être important, alors je le dis dans l'autre sens, mais ce qui peut être important, par exemple au niveau N, vous voyez que cette interrelation, elle est hyper structurante, elle peut être peu importante pour le niveau supérieur. Donc, ce qui peut être sans importance à un niveau pourrait être fondamental à un autre. Et là, je vais quasiment terminer là-dessus. Vous voyez ici, si au niveau de mon système N, là, mon système englobant, si je coupe cette interrelation pour le système N, ça ne va pas le mettre en péril. Par contre, cette même relation, elle est signifiante au niveau du sous-système, et là, c'était une relation identitaire, vraiment très importante, structurante. Et là, vous risquez de désarticuler ce sous-système. Donc, il faut bien faire attention à ça. Ce qui est signifiant, ce qui a une nature d'impact à un niveau, peut être d'une autre nature pour un autre niveau. Et là, j'ai pris ce petit exemple qui est en fait qui est un exemple réel. Il y a à une certaine époque, il y avait le projet d'autoroute entre Nantes et Rennes et il y avait cette idée de passer au niveau de la forêt de Paimpont. Et vous voyez, pour quelqu'un qui va faire peut-être une approche plutôt technique, etc., désincarnée presque, déterritorialisée presque. Cette forêt, c'est la forêt de Paimpont. OK, on va l'évaluer, la perte de cette forêt, avec un certain nombre de méthodologies, etc. Et puis, il y aura quelqu'un d'autre qui va vous dire, ouais, mais non, cette forêt, c'est la forêt de Brocéliande. Et tout de suite, vous voyez, il y a d'autres valeurs symboliques, etc. La forêt de Brocéliande, c'est la fée, Merlin, etc. Et là, en fait, vous voyez que les deux personnes, là, c'est ce que j'ai mis là, elles ne parlent pas de la même forêt. C'est la même forêt, physiquement, forêt de Paimpont et la forêt de Brocéliande, c'est la même forêt, et pourtant, ce n'est pas la même forêt. En fait, il y a une discontinuité, ce que j'appelle une discontinuité logique, là. Il y a ici la forêt de Brocéliande, c'est vers symbolique, c'est vraiment quelque chose de patrimonial, qui me définit moi-même, qui donne mon identité. Alors que la forêt de Paimpont, ici, pour cet autre acteur, qui va être plutôt peut-être à un niveau national qui fait de l'évaluation d'impact, etc., il n'aura pas la même signification. Il ne parle pas la même chose. Et on risque fort d'avoir d'ailleurs des conflits inextricables entre ces deux personnes. Ils ne parlent pas de la même chose. Ce n'est pas le même niveau logique. Il n'y a pas de compensation possible. Ça a tellement de prix, il y a tellement de valeurs qu'ici, il n'y a pas une question de monétarisation, de prix, de compensation. Non pas que le prix est infini, c'est que le prix n'a pas de sens ici. On est à un autre niveau logique. Bref, j'arrête là-dessus. Et en fait, l'approche logico-hiérarchique, les enseignements qui ont une incidence pour l'évaluation, ce qui est important par rapport à ce que je viens de dire, en fait, très, très rapidement, ce qui est important, c'est de qualifier l'impact. Il est beaucoup plus important que de quantifier l'impact. Savoir qu'il y a 17 hectares de forêt qui ont été détruits, ça a peu de sens. Mais quel est l'impact pour les différentes parties prenantes, impact identitaire stratégique? Il n'y a pas de valeur dans l'absolu. Tout dépend du point de vue projeté. Alors là, je passe, mais ça relève soit d'une problématique identitaire, stratégique, de rentabilité, mais tout ça dépend du point de vue, donc de la personne qui le regarde. Du coup, l'évaluation, elle doit être participative, elle doit associer les parties prenantes. Et encore
plus, pour l'évaluation, les outils, les critères de rationalité, elles doivent être spécifiques à chaque type de problématique. Le fait de cette discontinuité logique, on ne parle pas de la même chose. Il y a des limites à la négociation, et cetera. Voilà. Alors, M là, je vous ai merci. présenté la théorie et en fait, la pratique, ça serait le modèle pour l'opérationnalité que je développe en 3 étapes: la mobilisation et participation de l'ensemble des parties prenantes, la confrontation des points de vue pour mettre en évidence la nature des enjeux et après utiliser le bon outil d'aide à la décision pour éclairer les choix. Voilà, très rapidement. Et encore Merci une fois, beaucoup, je pour tous termine ces là-dessus. jalons. Ouais. Juste, voilà, les Ah oui, oui, bien systèmes ne sûr. sont point dans la nature, mais seulement dans l'esprit des hommes. Hein, tout ce qu'on peut vous raconter, voilà, il y a quelqu'un qui va vous raconter autre chose. Il n'y a pas d'absolu, hein, c'est dans l'esprit des hommes, les systèmes. Et si vous voulez plus d'informations, j'ai été rapide, vous pouvez me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, pour ce propos, extrêmement riche et qui permet, vraiment de poser des jalons et bien évidemment, enfin, vous pourrez retrouver aussi en ligne des articles d'Éric pour aller beaucoup plus loin, on voit bien que la question, elle est riche. Je pense que ça a fait une parfaite transition avec, ce que va présenter Éléonore, puisqu'en fait, on voit bien que enfin, je retiens notamment cette phrase qui me paraît vraiment d'importance, ce qui peut être sans importance pour un niveau, peut-être de première importance pour un autre niveau. Typiquement, ce qu'Éléonore a fait sur l'évaluation, de l'utilité sociale territoriale, sur le territoire de Nantes à Léo-Lagrange, fournit, je pense, une très bonne illustration justement de comment on peut saisir ça et aussi ce qu'Éric évoquait du fait de l'importance de qualifier plutôt que quantifier, de l'importance de la démarche participative. Donc Éléonore va nous expliquer comment, bah, une fois qu'on a bien ces éléments-là en tête, comment on peut s'y prendre justement pour faire de l'évaluation qui intègre le territoire comme système, ou en tout cas comment on peut tenter, de le faire sur une initiative spécifique. Je vais partager, la présentation, d'Éléonore tout de suite et Éléonore, je te laisse la main. Vous voyez bien la présentation? Tout à fait. Heu, Encore merci, Eric pour la très bonne transition en fait effectivement avec, je pense qu'on va dire les choses, peut-être de façon parfois un peu différente, mais qui vont enfin moi ça m'a fait beaucoup écho à ce que j'ai pu observer sur le terrain. Donc juste pour vous recontextualiser, donc moi je suis, doctorante, et donc sous un format un peu particulier qui est d'avoir été salariée CIFRE de la fédération Léo Lagrange, pendant maintenant 3 ans et donc je continue toujours, à travailler ces questions, dans ma thèse. Et en fait, notre point de départ avec Fiona, c'était justement nous, on vient plutôt de l'évaluation, donc d'essayer de se dire, comment est-ce qu'on peut, qualifier, les changements qu'on observe, les dynamiques, qu'est-ce que ça crée comme valeur et cetera. On avait l'intuition et comme, d'ailleurs, Fanny, je pense à la création de la fondation territoriale que, amener le territoire dans l'évaluation, ça pouvait générer plein de choses intéressantes. Donc nous, on a commencé à travailler justement sur la question du territoire et un des premiers enseignements qui fait tout à fait écho à l'exemple de la forêt dont on vient de parler, c'est que, la f le territoire pour nous, il était essentiel de le voir dans sa multidimensionnalité. Donc, heu on a développé une grille qui permet justement d'expliciter ces compréhensions du territoire qui sont souvent implicites, que ce soit dans les actions des acteurs, mais aussi dans l'évaluation, qui vient justement mettre au regard les dimensions à la fois matérielles, mais aussi symboliques et politiques du territoire, les dimensions organisationnelles et administratives du territoire. Donc ça, on en a parlé dans un autre rendez-vous de la transition, vous pourrez, reconsulter, la vidéo. Voilà, donc nous, on part de ça, de ce constat à la fois que le territoire, ça nous semble être une échelle pertinente pour conduire des évaluations, et qu'on a intérêt justement à décaler un peu la vision qu'on a classiquement dans l'évaluation pour aller vers quelque chose de plus ouvert. Or, il s'avère que nous, à la Fédération Léo Lagrange, donc qui est une association d'éducation populaire, qui, entre autres, a un gros métier autour de l'animation, heu, on est amené à réfléchir à ce qu'on pourrait, proposer comme démarche d'évaluation d'utilité sociale. On propose d'amener le territoire sur l'activité du périscolaire sur la ville de Nantes. Donc juste petit point de clarification, le périscolaire, c'est le temps que vous avez, avant le début de l'école, sur le temps du midi et après 16h30. Donc qui sont en l'occurrence animés avec, une volonté pédagogique et un projet éducatif, par, en l'occurrence la fédération de Lagrange. Et il s'avère que sur ce territoire, on va être amené à conduire, 2 évaluations.
La première qui est sur un volet spécifique, et qui va ressembler beaucoup à la façon dont on conduit l'évaluation assez classiquement. Et une deuxième où on va apporter une démarche beaucoup plus exploratoire et en fait, c'est à partir de ce moment-là que nous, on a rencontré la question du système. Jusque-là, nous, on se disait: «Bon, bah, voilà, on va faire une évaluation classique qui intègre le territoire, au sens de QPV en l'occurrence, donc de quartier prioritaire de la politique de la ville et une, on va laisser la question du territoire très ouverte». Donc en fait, pour, essayer de distinguer ces 2 approches, vous en avez une où on va avoir le territoire qui est comme un support de l'évaluation, c'est-à-dire que c'est ce qui nous a permis dans la phase de cadrage de l'évaluation de distinguer ce que serait le périmètre de cette évaluation. On va prendre des quartiers prioritaires de la politique de la ville, les comparer à d'autres territoires et voir ce qu'il y a de spécifique. Et une autre partie d'évaluation, donc la deuxième, où on va vraiment mettre le territoire comme un objet de discussion aussi, hem et pour essayer de qualifier quelle est l'utilité, sociale du périscolaire dans ce territoire. Et en fait, c'est grâce justement à la pensée d'abord complexe et puis on s'est dit que ça serait intéressant de le voir aussi de façon systémique, qu'on a pu donner sens aussi à la comparaison entre ces 2 évaluations. Hem, passer, Fiona. Donc en fait, déjà ce qui distingue vraiment et ce qui nous paraissait, sur lequel ça nous paraissait important de revenir, c'est qu'effectivement on comprend pas le territoire de la même façon dans les 2. Il y en a une, on va comprendre le territoire de façon assez, homogène, avec une définition qui est fermée dès le début de l'évaluation et qui va permettre, d'être en fait une variable explicative des effets qu'on observe, de l'impact observé. Dans l'autre, dans l'autre, où on met le territoire comme objet, en fait, on ne prédéfinit pas ce que c'est que le territoire. On a rassemblé des acteurs, donc en l'occurrence pour le périscolaire, pour être très concrète, c'est des parents, des enfants, des animateurs, des acteurs, du territoire. Donc on l'a expérimenté sur, 2 accueils périscolaires, hein. C'était relativement assez exploratoire. Hem Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'on a des visions qui sont hétérogènes du territoire, et on va avoir des spécificités en fonction des ressources spécifiques qui sont dans le quartier, mais à des niveaux très petits, hein, ce qu'on disait à des niveaux qui pour, des systèmes plus, N+1 comme on disait Eric, n'ont pas forcément de sens, mais qui en tout cas ressortaient assez fortement dans l'expérimentation. Et le deuxième chose qui nous a vraiment frappé dans la compréhension du territoire, c'est cette question justement du multiniveau. C'est que très vite, en fait, alors que nous, moi j'abordais en tout cas avec les différents acteurs autour de la table, on abordait les choses, vraiment le territoire, voilà, c'est la ville de Nantes. En fait, on se rend compte que dans la ville de Nantes, le territoire, il est pas plat. Exactement, ce qui a été dit avant, c'est qu'en fait, c'est intéressant de voir les imbrications des différents niveaux. Il y a plusieurs échelles, en fait, qui vont interagir. Alors, effectivement, on est censé avoir, un projet éducatif de territoire qui va venir orienter tout ce qui se fait à des échelles, inférieures. Mais on voit bien qu'en fait, il va se passer des choses, il y a toute une valeur qui se crée à des niveaux petits, de voir comment est-ce qu'on fait rediscuter ces différentes échelles. Voilà, donc en fait, ça a amené, des méthodes et des façons de considérer les choses très différentes, en fait. Donc je vais peut-être aller un peu plus vite là-dessus, mais pour, vous dire qu'en fait, ce qui est ressorti, des enseignements, c'est qu'on là où, en fait, on allait avoir, une définition, de l'impact qui était assez univoque, où on va essayer justement de converger vers une définition commune de ce que ça apporte, dans une des évaluations, le périscolaire. Là, en fait, on est obligé de composer avec, différentes définitions d'utilité sociale qui émergent, des accueils périscolaires. Qu'on voit qu'il y a plein de choses qui se créent et qui sont un peu, à des enjeux d'effet de débordement, en fait, entre les différentes échelles, entre les différents niveaux. Alors, on peut prendre tout à fait, l'exemple de Fanny qui, habitante de Nantes, a ses enfants au périscolaire, qui est à la fois parent, mais qui est aussi, habitante, de son quartier, qui est aussi, membre d'un collectif, engagée et cetera. Et en fait, quand nous, on réfléchit à ce qu'on a comme utilité au périscolaire, c'est ça tout ça rentre en jeu, en fait. Tous ces effets de débordement, et qui vont faire qu'on va avoir des utilités qui sont différentes. Et nous, on n'a pas cherché forcément à les homogénéiser, mais plutôt à créer des espaces de discussion. Et donc, on revient là à des enjeux de participation, comme ça a été dit par Eric juste avant.
où en fait, on va essayer de mettre en discussion justement cette hétérogénéité tout en essayant de la conserver. Hem, Ça a permis, nous, aux personnes qui étaient impliquées dans l'évaluation, heu, de rendre visible de leur contribution, mais à un niveau, enfin, voilà, de ce qui se joue dans les relations, de renforcer en fait, justement ce sentiment d'appartenance à un système et de voir que justement on n'est pas juste un acteur sur un axe, très orienté vers soi-même, mais qu'en fait on est vraiment partie, d'un territoire et que ce qui compte aussi c'est ces enjeux de relations et de changer les représentations. Et le dernier point, c'est que ça amène à modifier pour l'évaluateur son rôle. C'est-à-dire que là où, dans un cas, on amène justement à, la première étape, ça va être de, différencier nos parties prenantes. Ensuite, on associe des impacts à ces différentes parties prenantes. Ensuite, on essaie de trouver des données pour, infirmer ou confirmer des hypothèses d'impact qu'on pourrait avoir pour chacune des parties prenantes. Ça, c'est ce qu'on fait relativement classiquement dans l'évaluation, ex post. Là, en fait, nous, on va être plutôt une partie de cet écosystème et qui va venir justement contribuer à qualifier et à ce qu'il y ait une hétérogénéité de ces qualifications et à faire émerger des liens entre différentes échelles, différents niveaux qui vont permettre derrière de l'émergence de ces nouveaux schémas de pensée. Voilà, donc c'est un peu ce qui nous ressortait et en fait, on voit bien que, en fait, sans partir de cette question systémique, en amenant d'abord la question du territoire, en fait, on a été amené un peu à revenir sur des choses qui ont été présentées notamment par Eric juste avant, sur ces enjeux justement d'interdépendance, de valeurs qui se créent à différents niveaux, de comment est-ce qu'on articule ces enjeux-là et etc. Merci Éléonore pour ta présentation extrêmement claire. Je vais laisser la main à Isabelle et Sylvain pour, euh, réagir et faire le rapport d'étonnement par rapport à tout ce qu'ils ont pu entendre jusqu'à présent. Merci à tous. Merci aux présentations qui étaient extrêmement claires. Donc, je vais peut-être commencer avant Sylvain pour lui passer la main. Peut-être pour souligner en termes effectivement donc de prise de connaissance de toutes ces initiatives et de ces nouvelles approches de réflexion sur l'évaluation, quelque chose qui me semble important à signaler, c'est effectivement au-delà du fait que l'approche systémique est peut-être quelquefois qualifiée d'effet de mode, puisqu'effectivement c'est une approche ancienne, ça n'en demeure pas moins quand même extrêmement riche et original à signaler. Vous l'avez dit Fiona en entrée d'exercice, hein, le fait effectivement de se dissocier d'une approche linéaire. Là, effectivement, on voit bien à travers les différents témoignages, les différentes modélisations, représentations en fait de ce que propose ce cadre d'analyse, toute sa richesse et sa rupture en fait par rapport à l'existant, puisqu'avec Sylvain, nous aussi, on accompagne et on observe aujourd'hui beaucoup d'évaluations d'impact qui sont très, très, très majoritairement inscrites dans les approches linéaires et causales. Donc, effectivement, sortir d'un cadre prescrit, sortir d'un cadre standardisé, sortir de la théorie du changement, c'est quand même important à resignaler. Et c'est un point extrêmement, je trouve, intéressant de l'avoir mis en lumière ce soir à travers les initiatives, mais aussi à travers les approches conceptuelles qui sont sous-jacentes à ces initiatives. On le voit bien, je dirais aussi que le deuxième point qui me semble important à noter, à signaler, c'est cette perspective d'appropriation que nous offre le système, ou en tout cas que nous offre l'approche systémique. L'évaluation est à construire, le système se construit et les deux se nourrissent en permanence, ce qui permet effectivement d'avoir une diversité de parties prenantes et d'acteurs impliqués dans l'évaluation, ce qui pouvait déjà être le cas dans certaines approches d'évaluation d'utilité sociale. Mais là, pour le coup, on rajoute un deuxième niveau de richesse, il me semble, qui apparaît assez clairement, c'est ces fameux niveaux d'analyse qui finissent par entrer dans la représentation des systèmes et entrer dans l'évaluation, qui me semble extrêmement intéressant. Je signalerai aussi un point qui m'a paru aussi fortement intéressant et à signaler.
Ça sera le dernier, et après, je finirai sur une question. Effectivement, c'est au niveau de l'approche stratégique de la fondation d'entreprise, en fait, je trouve que c'est très intéressant de voir toute la cohérence qu'il y a, d'avoir à la fois une approche systémique, donc de système, et la stratégie systémique qui est portée en fait par la fondation elle-même. Et souvent, on voit que les approches d'évaluation sont totalement déconnectées en fait de la stratégie même des organisations, puisque nous, effectivement, on observe plutôt des démarches d'évaluation au sein des organisations. Alors, pour terminer, ce qui me semble intéressant, c'est de rebondir effectivement sur ce qu'a présenté Eric, en nous resignalant bien que le système est composé bien sûr de sous-systèmes et de niveaux hiérarchiques qui le composent. Et la question qui me taraude un petit peu, au-delà de toute la richesse de ce que ça représente et ce que ça peut apporter, c'est malgré tout aussi au niveau de sa faisabilité. Donc, finalement, qui régule le système? C'est-à-dire que l'évaluation devient en elle-même un système aussi. Et on voit ces problématiques, en fait, de faire apparaître des représentations différentes sur des niveaux qui sont différents, mais au final, qui décide, en fait, de ces périmètres qui sont dessinés? Quelle gouvernance faut-il mettre en œuvre dans une approche systémique? Comment est-ce que finalement on arrive à juguler tout ça et comment on arrive à réguler le système? Entre autres, Éléonore, ta posture d'observatrice semble être aisée, mais j'imagine qu'il y a eu beaucoup de difficultés sur le fait de pouvoir conduire justement cette démarche à plein sur les différents niveaux et avec les différents acteurs. Voilà, et je laisse la parole à Sylvain qui sans doute a d'autres questions. Bonjour à toutes et à tous et merci en effet pour ces 4 interventions et je vais me situer donc dans la continuité de ce qu'a dit Isabelle et peut-être déjà en préambule bien dire voilà, que d'un point de vue théorique, je suis très convaincu par vos 4 propos que j'ai trouvé très complémentaires et vraiment sur l'idée d'aller vers des approches plus systémiques, notamment intégrant le territoire. Néanmoins, j'ai voilà, quelques points de questionnement ou d'étonnement et qui vont aller un peu dans le sens d'Isabelle. Un premier point de questionnement, et ça a été pointé par Fiona, aujourd'hui, l'approche systémique, on sent que c'est à la mode. Nous, on sent bien qu'il y a des acteurs qui viennent nous en parler. Et quand on regarde, l'approche systémique, elle vient plutôt dans l'ESS d'une catégorie d'acteurs, plutôt issus de la philanthropie, de l'entrepreneuriat social, d'écoles de commerce. Et ce sont des acteurs qui, il y a 10 ans, ont plutôt promu l'évaluation d'impact social et une approche linéaire de l'évaluation que dénonce aujourd'hui plutôt l'approche systémique. Du coup, au final, je me demande mais d'où vient un peu ce revirement de ces acteurs qui, il y a quelques années ou encore aujourd'hui, promeuvent plutôt une approche très linéaire, théorie du changement et ainsi de suite, et aujourd'hui, une approche beaucoup plus systémique. Et pas paradoxalement, la promotion de l'évaluation d'impact social a conduit à marginaliser tout un ensemble d'indicateurs alternatifs bon, sur lesquels a notamment travaillé Fiona, mais qui avaient déjà une approche systémique, territoriale, et ainsi de suite. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est un changement de paradigme? Est-ce que c'est juste un mot à la mode? Et voilà, et typiquement, on sent bien que dans la fondation territoriale, c'est une approche vraiment paradigmatique, voilà, du moins on sent bien qu'il y a une vraie approche systémique. Mais est-ce que vous êtes minoritaire parmi les fondations ou vous sentez que c'est un tournant majoritaire? Voilà, c'est un questionnement du coup, voilà, un peu sur la genèse et où ça va du coup aujourd'hui. Et une deuxième question, c'est en vous écoutant, je me suis dit, si on va au bout de l'approche systémique, les mécanismes sont toujours imbriqués, toujours interdépendants. En écoutant Éléonore, on voit bien que la définition du système territorial est propre un peu à chaque acteur interrogé. Et du coup, à la fin des fins, est-ce que l'approche systémique n'invite pas à arrêter d'évaluer en fait les associations, arrêter de demander aux associations d'évaluer, parce que c'est tout simplement impossible d'évaluer ces choses-là. Et Fanny de la Fondation territoriale a bien expliqué que leur positionnement, c'était d'arrêter de leur dire de remplir des cases, voire de juste financer du fonctionnement pour que les associations fassent juste leur approche systémique. Donc voilà, je me dis au final, remettre en avant l'approche systémique invite peut-être à critiquer, relativiser, en tout cas questionner la place de l'évaluation. Et voilà, je ne sais pas si aujourd'hui, on peut demander à des petites associations qui n'ont pas les moyens
d'avoir forcément des thèses en chiffres pour avoir une approche un peu rigoureuse de cette complexité, de faire une évaluation d'impact ou tout simplement systémique. Voilà, je m'arrêterai sur ça et juste peut-être pointer des questionnements qu'il y avait aussi dans la conversation et qui disaient cette approche systémique, si j'ai bien compris, invite peut-être à relire la question de l'innovation sociale sous l'angle des relations. Du coup, l'innovation sociale, c'est d'abord un changement des relations. Et quelqu'un réagit en disant, mais à quel niveau on considère que ces changements de relations sont systémiques? Du coup, voilà, qui décide quel degré est le changement systémique? Et il y a eu, je crois, d'autres questions entre-temps, mais on pourra y revenir après. Je ne sais pas si vous préférez qu'on fasse un tour Je pense d'autres qu'il vaudrait questions. mieux peut-être qu'on prend un bloc parce qu'il y a plein de questions qui font écho aussi sur le volet social. Je pense que c'est bien si on peut-être et ensuite on fait un tour de table effectivement de nos intervenants. Notamment, on a quand même beaucoup de questions autour de la construction sociale de la réalité dans les processus d'évaluation des systèmes, sur l'intégration, enfin, comment l'intégration du volet économique, en fait, dans ces approches-là. Est-ce que c'est pas aussi un point aveugle? Et en fait, c'est quoi le social réellement? Est-ce qu'il s'agit des liens entre les acteurs qui évoluent au sein d'un système relationnel? Donc, on voit bien que la question de l'intégration du social, elle pose quand même très largement question. Et en tout cas, je pense que ça vaut la peine qu'on se réarrête sur ce point-là qui a été souligné par plusieurs de nos participants. Et n'hésitez pas entre-temps si vous avez aussi d'autres questions. Je ne suis pas sûre qu'on aura tout le temps de les aborder, mais en tout cas, ça mérite au moins qu'elles soient partagées. Ce que je propose, c'est qu'on laisse du coup nos intervenants déjà répondre à ce premier bloc très riche de réactions. Peut-être Cyril, si vous voulez bien peut-être commencer avec un bout de réponse sur le volet ESS et puis ensuite on pourra donner la main effectivement à Fanny, Éléonore et Eric. Oui, moi j'aurais bien répondu sur la question de la toute dernière de Sylvain, qui est un peu la question massue et qui est très intéressante. Est-ce qu'en fait ça amène à peut-être arrêter d'évaluer? Je trouve que c'est effectivement en fait ça. Moi je vois les choses, en tout cas je vois beaucoup de pratiques évaluatives du côté des associations, avec un certain nombre d'effets de bord à s'identifier, en fait, beaucoup d'associations qui se retrouvent à faire de l'évaluation de programmes parce qu'on leur demande, parce que des financeurs leur demandent, sans forcément toujours savoir pourquoi elles le font, ou en tout cas avec une vision derrière assez utilitariste, en espérant que, entre guillemets, il y ait de bons résultats pour pouvoir en faire un outil marketing. Et en fait, au-delà des limites de la pratique, pas de la théorie, mais de la pratique évaluative, oui, on peut se demander qu'est-ce qui peut être évalué dans le fond. Moi, ce que je constate, c'est qu'en tout cas, les associations que j'observe adopter de plus en plus une approche systémique se posent des questions de nature différente. Et c'est ce que j'ai essayé de proposer en fin d'intervention. J'en ai caviardé quelques-unes seulement, mais en fait, ça amène à sortir un peu du paradigme de se dire, en fait, je construis un projet avec un objectif donné d'impact et derrière, je vais essayer de voir si oui ou non mon projet amène cet impact donné et comment je peux améliorer mes actions pour avoir toujours plus d'impact, en se disant, en fait, je vais regarder un peu ce qui se passe autour. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'approche systémique peut amener des nouvelles questions évaluatives, en fait, en se disant, dans la démarche d'évaluation, on peut essayer, je pense que c'est déjà fait en partie, mais ce n'est pas forcément les attendus ni des assos, ni forcément de leurs financières, mais l'approche systémique, si elle se dissémine petit à petit, peut amener à faciliter le fait qu'on va regarder beaucoup d'autres choses, et sans forcément dire qu'on va comprendre les systèmes, parce qu'à nouveau, ce mot fourre-tout, Eric termine par ça en disant les systèmes, c'est dans nos têtes, donc le but, c'est pas de se dire on va comprendre les systèmes parfaitement. Par contre, on se pose des questions qui permettent d'avoir une compréhension plus fine de mécanismes qu'on ignore en partie, ou en tout cas, et je suis assez d'accord avec ça, qu'on s'est mis à de plus en plus ignorer en généralisant les pratiques d'évaluation d'impact et en ayant des méthodes aussi de plus en plus tournées vers l'efficacité des programmes dans une partie, en tout cas, du secteur associatif. Donc, je pense qu'on peut enrichir la pratique associative. Par ailleurs, il y a peut-être aussi, moi, ça me questionne aussi sur donc là, si on parle avec des mots systémiques, c'est un changement de type 1, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait un peu différemment, on fait un peu plus peut-être, ou un peu différemment ce qu'on fait déjà. Peut-être que le changement de type 2, que pourra amener ça, c'est se dire dans quelle mesure est-ce que les capacités évaluatives, les compétences qu'ont les évaluateurs
peuvent servir à observer quelque chose d'autre et plus forcément avoir comme objet à la base d'évaluation le programme et ce qu'il produit, mais l'enjeu sociétal et la manière dont il évolue. Et je me dis en fait que, en tout cas, c'est aussi ce que je constate, c'est que des assos qui adoptent une approche systémique vont avoir besoin, enfin, j'avais un dirigeant systémique qui me disait, mais en fait, ok, je comprends, il faut que je sois le plus possible collé à la réalité de mon système, à ce qui se passe, entre guillemets, et que je le comprenne au maximum pour en permanence ajuster mes actions et essayer à la fois d'avoir un impact, entre guillemets, qui soit sain et robuste, en même temps, essayer d'éviter de faire des dégâts à côté. Et je pense que les capacités qu'on a développées dans les méthodes d'évaluation, à savoir notamment collecter de la donnée qualitative, quantitative et la faire parler, on pourrait décentrer en fait le prisme qui est le projet et son impact, entre guillemets, son utilité sociale, vers l'enjeu de société, son évolution. Et je crois très sincèrement qu'aujourd'hui, on manque en fait de création de communs en termes de connaissances sur les mécanismes à l'œuvre, les problématiques dans leur complexité, les mécanismes à l'œuvre, qui permettraient à l'ensemble des acteurs concernés par ces problèmes d'agir différemment. Donc ça, c'est peut-être, entre guillemets, si on s'amuse à faire de la prospective, ce que pourrait amener comme nouveau métier issu, entre guillemets, des compétences de l'évaluation à partir de cette approche systémique. Je vous propose qu'aussi on prenne la réaction d'Éric, Fanny et Léonore. Et je vois qu'il y a une main levée, donc peut-être des réponses un peu brèves à ce qui a pu. Enfin, je sais que c'est un exercice pas évident qu'on vous demande, mais des réponses un peu brèves aux premières réactions qu'il y a eu pour qu'on puisse prendre cette dernière question avant d'aller sur le mot de la fin, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure. Merci Fiona, merci pour ce rapport d'étonnement et ces questions très intéressantes. Alors moi, j'en ai soulevé 3 principales auxquelles je vais essayer de répondre très succinctement. La première, c'est: est-ce qu'on est minoritaire sur ce type de fondation territoriale? On est aujourd'hui la première en France qui a été vraiment co-construite avec, des multiparties prenantes. Il en existe d'autres, il en existe une quinzaine en France de fondations territoriales, mais qui ont majoritairement toutes été portées par une collectivité. Et le fait que soit, en fait, que la Fondation territoriale 44 était portée par un individu, et j'en suis moi à l'initiative, ça change beaucoup de choses parce que justement, c'est pas une structure qui porte et ça permet à chacun d'avoir son espace et sa place, un équilibre dans le système. Donc ça, je pense que c'est, un facteur clé de cette fondation territoriale qu'on a créée. Après, il y a d'autres facteurs clés comme le fait de mettre l'intelligence collective au cœur de notre démarche. Et aussi, surtout, qu'on s'est inspiré de ce qui existe déjà, et ça fait quoi avec ce que Cyril, tu viens de dire juste avant? C'est d'arrêter de rajouter des strates, ne rien réinventer et faire avec l'existant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Nous, on s'est inspiré de la Fondation de Lille, de Bordeaux Mécènes Solidaires, de l'Entreprise des possibles, des fabuleux travaux du Rameau. Et en fait, ça vient même des community foundations en termes d'anglo-saxon. Au Canada aussi, ils font des choses assez fabuleuses. Et je fais la transition vers la deuxième question sur les acteurs économiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs économiques sont pas beaucoup dans cette démarche systémique, dans ces démarches à long terme, mais on voit émerger aujourd'hui toutes les stratégies RSE, toute la responsabilité territoriale. Aujourd'hui, même les citoyens trouvent que l'entreprise a sa responsabilité sur le territoire. Et puis, finalement, une entreprise, elle a compris qu'elle pouvait pas bien se développer sur un territoire qui n'allait pas bien et qu'elle a un impact. On parle beaucoup de la décarbonisation, enfin et tout ça, c'est des choses aujourd'hui les entreprises se questionnent et ont envie en fait d'évoluer. Donc je pense que les entreprises ont fait aussi, beaucoup de changements et sont en marche et en fait ne demandent que ça, qu'on travaille ensemble. Mais il faut créer ces espaces. Il faut créer ces espaces et que c'est vrai que, ben, entre une collectivité et une entreprise, on n'est même pas forcément sur la même temporalité, on n'a pas forcément les mêmes discours, les mêmes enjeux, mais on se rejoint tous sur un territoire donné. Donc c'est vraiment l'importance de créer ces espaces de coopération qui sont importantes. Mais c'est vrai que pour moi, il y a un virage qui est en cours. Et puis, je terminerai sur la 3e sujet qui est plutôt sur l'évaluation. Questionner la place de l'évaluation, d'arrêter d'évaluer. Mais je sais qu'au Canada, c'est ce qu'ils font, ils soutiennent pleinement et ils demandent pas de retour sur investissement, ils demandent pas aux associations ce qu'ils font de l'argent ou ils leur demandent de faire le retour qu'ils ont envie de faire. Et ça joue beaucoup sur la confiance.
Je pense que c'est ça qui nous perd un peu aujourd'hui et en fait, ça touche le système historique et ça fait écho avec les propos d'Éric, je pense, où le système financier historiquement, en fait et je vais reparler de capitalisme et de patriarcat, mais en fait, c'est notre système est fait comme ça. Le financier a un impact fort et a besoin d'avoir son retour sur investissement. Mais comment le convaincre lui de se dire: «Beh non en fait, faites confiance». Et là, ben, il y a un changement de système à faire, il y a des choses à déconstruire et moi j'ai la chance aujourd'hui de participer à une formation sur l'approche systémique dans la philanthropie. Heu, grâce au collectif Racine porté par, Ashoka notamment et on est en plein là-dedans de déconstruire en fait le système existant et que si on veut avancer, effectivement, ça questionne la mesure d'impact et ça questionne d'arrêter l'impact et je terminerai mon propos avec, le fait que nous on va lancer une mesure d'impact avec, l'ESSEC et j'ai beaucoup aimé le fait de sortir de la théorie du changement parce qu'on va tester ça, en fait, comme première étape de notre mesure d'impact mais où pour la première fois, l'ESSEC va le tester avec, autant de parties prenantes. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va suivre un processus? Est-ce qu'on va en créer un nouveau? Laisser faire et voir ce que ça va donner. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Ce que je proposerais bien, c'est peut-être, de prendre très brièvement la question de Laurent Fraisse et que ça puisse être intégré aussi dans les retours d'Éléonore et d'Éric, si ça peut faire écho et qu'on clôture comme ça effectivement le webinaire d'aujourd'hui. Donc Laurent, je vous demanderai, je sais que le temps est mais si vous pouvez exprimer assez brièvement, mais qu'on puisse quand même s'en ressaisir et avoir aussi quelques retours sur, en rebond avec ce que vous pourrez nous partager. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette séance. En tout cas, moi, j'ai 4 points, donc je vais pas les commenter. Un, faut-il mettre fin aux évaluations d'impact et donc que ce soit à partir d'une approche systémique, que ce soit porté par une coalition d'évaluateurs, d'acteurs, etc. Je pense que c'est ce que je retire des 4 interventions. 2, il existe encore des évaluations linéaires, voire des non-évaluations de l'inspection. Je fais en ce moment une évaluation critique de l'évaluation de la haute autorité de santé publique sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Il y a beaucoup d'associations, ce n'est plus de l'évaluation. Et donc là, les choses descendantes, linéaires, ça existe. 3, je trouve très intéressant l'exemple de Léo Lagrange sur, effectivement, peut-être approche, sur effectivement avoir une autre approche qu'une approche institutionnelle du territoire des associations, que la littérature sur les associations, pas sur l'ESS, comme sur les acteurs, reste quand même sur un territoire politico-administratif et faire valoir à la fois le territoire des usagers, comme je l'ai bien entendu sur les parents, mais aussi le territoire des professionnels. Il ne faut pas oublier le territoire des professionnels ou des salariés. C'est vraiment ce que peut-être apporter vos approches. Merci. Merci beaucoup pour cette réaction, Laurent. Je vais laisser la main, à Éric, aussi pour réagir à tout ce qui vient de se dire et puis ensuite à Éléonore et puis on clôturera effectivement ce temps de webinaire. Ok, bah, petite réaction, enfin une petite réponse, une tentative de réponse à la question d'Isabelle sur ok, mais toutes ces évaluations, notamment systémiques, où est la régulation qui régule, etc. En fait, ça nous permet de revenir à la base sur le fait que l'évaluation, alors que ce soit ex ante ou même ex post, hein, l'évaluation, ce n'est jamais qu'une aide à la décision. Et in fine, il y a toujours, enfin normalement, il y a toujours un décideur qui a la charge de décider. Après, il faut l'éclairer, l'économiste, le conseiller du prince, etc. Là, il faut lui apporter le plus d'éléments possibles pour qu'il fasse le choix en toute connaissance de cause. Mais in fine, de toute façon, il y a toujours le décideur. Et l'évaluation n'est qu'une aide à la décision. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir peut-être sur l'évaluation dans son souvent, dans certaines méthodes, notamment qui sont linéaires, etc., disons l'évaluation classique, c'est la méthode qui prend la décision. Si vous montrez par A plus B que A, c'est le meilleur choix, etc., le décideur, s'il n'est pas idiot, s'il est rationnel, ben, il va faire A. Ce n'est pas une aide à la décision, c'est la méthode qui prend la décision. Bah,
en analyse systémique, ou en tout cas même sur les méthodes multicritères d'aide à la décision, ce ne sont pas les méthodes qui prennent la décision, ce ne sont que des aides à la décision. Et c'est le décideur qui doit prendre la décision. Par contre, les méthodes d'évaluation doivent mettre en exergue, attention, s'il y a tel choix, voilà, il y a différentes parties prenantes, il y a différents points de vue, ça risque de faire conflit fort. Parce que justement, il y a des enjeux identitaires d'un côté, etc. Et là, il n'y aura pas possibilité de négociation, etc. Voilà, enfin, très rapidement. Qu'est-ce qui a changé la vision de l'évaluation pour Sylvain? Qu'est-ce qui a changé peut-être dans l'évaluation d'impact, etc. Et maintenant, on parle beaucoup de système. Alors, vraiment, oui, c'est un effet de mode et souvent, on dit il faut faire de l'approche systémique, mais on ne le fait pas pour la bonne chose. Tiens, je n'avais pas parlé, mais on n'a pas le temps. Le terme de résilience, qui est hyper à la mode, qui est vraiment quelque chose de systémique. Mais mais on ne se réfère pas au système. La résilience, ce qui est important, et je reste là-dessus pour ce point-là, c'est que la capacité d'adaptation se trouve au niveau des sous-systèmes. Bref, quand j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais j'ai dit beaucoup. Mais bref. Alors, qu'est-ce qui a fait changer? C'est simplement, je pense, cette multiplication de crises. On s'est aperçu, ouh là là, mais il y a plein de crises, etc. On s'est dit, ouh là là, mais lorsqu'on touche à ça, il y a l'environnement qui commence à déconner là, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, les boucles de rétroaction, ils vont se faire dans le long terme, mais jusqu'à présent, ma foi, le réchauffement climatique, bon an, mal an, pour nous, ça va, quoi. OK. Mais bon, bref. Mais voilà, mais je pense que c'est des crises. Et puis, on s'est rendu compte que tout ça était peut-être plus imbriqué qu'autre chose. Peut-être. Je vais peut-être m'arrêter là. Puis oui, sur l'évaluation, le gros problème, c'est qu'on focalise sur les moyens. Il y a une focalisation sur les moyens. Et on ne s'interroge pas sur les fins ou sur les objectifs. Ce que je disais tout à l'heure, type 1, type 2, etc. Là. Mais, et c'est ça, et effectivement, c'est là où l'évaluation des politiques publiques, la notion de pertinence, et c'est là où il y a toute la force de l'évaluation des politiques publiques, elle permet de mettre en question la pertinence. Donc on revient sur, oui, mais ok, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que les objectifs, ils étaient bons? À ce moment-là, oui, on commence à faire de l'évaluation qui a vraiment du sens. Et on part et on sort du truc purement moyen. Parce que sinon, on fait et c'est pour ça que les indicateurs, il faut faire gaffe aux indicateurs. D'ailleurs, Jacques Tess, qui disait toujours, les indicateurs sont souvent des cimetières. Et c'est vrai que ce soit des associations, même dans des organismes, etc., on passe tellement de temps à remplir le tableau d'indicateurs que déjà, lorsqu'on a réussi à remplir toutes les lignes, on est content. Et on ne prend pas le temps, parce qu'on n'a plus le temps, de réfléchir, de dire, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Sinon, on vous dit, OK, l'indicateur, ça baisse, ça monte. On dit, ah là là, premier réflexe, c'est des moyens. On n'a pas mis assez de moyens. Donc, on va essayer, ou alors les moyens ne sont pas les bons. Mais non, peut-être que les objectifs n'étaient pas bons. Ce n'est pas les moyens. Mais voilà, il faut prendre. Et bon, je pense que l'avenir de l'évaluation, là où on va améliorer dans l'évaluation, c'est lorsqu'on va s'écarter de plus en plus de la focalisation sur les moyens pour arriver à un questionnement sur les fins, sur les objectifs. Je pense que ça fait une très bonne transition avec les réactions que pourrait avoir Éléonore. Je vais lui laisser la main pour 2 petites minutes et puis je prendrai 1 minute de conclusion puisque au cœur de son travail, ce qui ressort aussi, c'est quand même comment, ça amène à poser la question de la pertinence et de la cohérence qui sont souvent malheureusement les 2 parents pauvres, quand on fait de l'évaluation. Je te laisse la main Éléonore en rebond avec ce qui s'est dit. Par contre, ton son est coupé Oui, malheureusement. oui. Voilà, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je suis assez sensible à l'intervention de Laurent Fraisse sur justement, les questions de quand on est dans une association, d'injonction et d'évaluation qui sont tout à fait, linéaires et cetera. Nous, on le vit aussi tout à fait. Et justement, en fait, nous, ce qu'on a dit là et ce qu'il vient de dire Eric, c'est très intéressant. C'est sur la question du temps, en fait, donc nous, périscolaire, c'est des temps qui sont très contraints, hein, dans des organisations où tout le monde court après le temps, où on risque aussi on perd beaucoup de temps aussi à remplir des tableaux d'indicateurs et cetera et en fait, là, on offre un espace de sens, en fait, à la fois pour les professionnels, même pour les enfants, en fait, d'avoir un espace, d'expression, de prise de recul et cetera. Donc nous, évidemment, pourquoi est-ce qu'on fait ces démarches-là? C'est, hem, pour être capable d'apporter des éléments sur ce qu'on apporte sur un territoire et cetera, mais c'est aussi des espaces, nous, en interne, de rediscussion de notre projet associatif, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses.
de mise en discussion de finalement de gens qui ont arrêté de se parler, et cetera. Voilà, juste, quelques éléments en disant: «C'est pas facile». Donc nous, on réfléchit aussi à quand est-ce que c'est judicieux de le faire. Ça demande du temps dans des espaces très contraints. Donc en fait, c'est pas toujours la bonne temporalité, le bon moment pour le faire. Donc en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir sur quelles sont les bonnes conditions de mise en œuvre de ces démarches-là. Et voilà, c'est tout à fait dans le prolongement des questions qu'on se pose et sur lesquelles, on continue à réfléchir et à vous faire savoir, heu, ce qu'on en pense. Oui, et c'est sûr qu'il y a des suites et il y a des suites sans doute à penser collectivement parce que vraiment je remercie, très, très vivement nos intervenants pour, la qualité de leur intervention à chacun, chacune et les participants aussi, pour ces échanges-là. Avant de se quitter, je voulais aussi vivement, remercier l'ensemble des personnes qui ont permis, le fait que se tienne un tel webinaire. En premier lieu et en tout particulier Éléonore Lavoine parce que ça a été vraiment, l'orfèvre de ce temps-là. Donc un grand merci Éléonore. Merci à Sylvain et à Isabelle également. Merci à toutes les personnes qui ont contribué sur la com, Manon, Lucie et si j'oublie quelqu'un qui m'en excuse, mais en tout cas merci à tous et toutes. Je voulais vous dire aussi que du coup, on tient régulièrement rendez-vous, souvent en ligne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur un prochain temps et on a systématiquement effectivement des replays donc effectivement ces discussions seront disponibles, donc si vous souhaitez les partager, n'hésitez pas. Encore un grand merci à toutes et tous. Je sais qu'1 h 30 ça passe vite, donc il y a forcément, une frustration, mais c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu des échanges, stimulants qui donnent envie de poursuivre, d'aller plus loin. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée. Merci.